invitée. Julie Havard, bonjour. Bonjour. Vous avez mis une couleur de... Ben oui, j'ai pas fait exprès, mais vous avez vu, on est toutes les deux habillées en rouge, comme quoi ça nous a un peu traumatisés, enfin en tout cas beaucoup marqué, ce magnifique documentaire. Alors, effectivement, Reynold Thiel est une des personnalités qui a été le plus surveillée en Suisse, évidemment, parce que dû à son engagement au sein du Parti communiste. C'était un agent secret, mais c'était surtout peut-être le meilleur ami de votre papa. Ils ont été camarades, complices. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous saviez au fond qu'entre votre papa et Reynold Thiel, il y avait des affaires secrètes, mais pendant longtemps, vous avez préféré l'ignorer. Vous aviez peur de découvrir quelque chose, ou vous étiez trop jeune ou... Quand j'étais petite, je ne savais pas du tout que ces affaires étaient aussi secrètes. Je savais que mon père ne voulait pas en parler devant moi, qu'il fermait les portes quand il était au téléphone et qu'il avait une grande discrétion. Enfin, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup de toute façon. Mais secrète dans le sens de contourner, parce que je dirais pas détourner, mais contourner la loi pour que des marchandises qui étaient sur liste noire américaine parviennent dans le bloc soviétique, ça, je ne savais absolument pas. C'est hallucinant, hein. Vous avez dû... il y a eu cette grande enquête dans le temps d'Alain Campiotti. C'est là que vous avez décidé, à 68 ans, de faire un film sur Reynold Thiel et aussi votre papa, hein, de fait. Oui. Et vous avez découvert des choses hallucinantes ou bien là, vous étiez déjà un peu plus au courant avec Là, j'étais déjà un peu plus au courant. Ma mère m'avait dit que mon père faisait des affaires pour enrichir le Parti communiste. Donc, ça semblait être qu'une histoire d'argent, alors qu'il y avait plus. Il y avait vraiment une histoire de faire parvenir des produits interdits au-delà du bloc soviétique, au-delà du rideau de fer, disons. Vous étiez assez abasourdi? Oui, quand j'ai compris tous les moyens qu'il mettait en œuvre, les bateaux qu'il fallait affréter, envoyer, les faire partir peut-être d'Amsterdam pour aller en Suède, et de Suède les envoyer en Roumanie. Enfin, c'était des trajets incroyables et inattendus. Je vous propose peut-être, avant de continuer d'en parler, de découvrir un peu votre film avec Chloé Stelet. Je n'ai jamais oublié cet accident de la Swissair de septembre 1963. Dans cet avion qui s'écrase juste après son décollage de l'aéroport de Kloten se trouve le meilleur ami du père de Daniel Yegui, un certain Reynold Thiel, dit Thiel le Rouge. Reynold Thiel, pianiste virtuose, et François Yegui, étudiant en médecine, sont à Paris dans les années 30. Ils ont 20 ans et se forgent leurs premières idées politiques. Il est question d'engagement, ce sera pour le communisme. Les bouleversements et les grèves en France les poussent à revenir en Suisse. Thiel et sa femme s'installent à Haute-Rive, dans le canton de Neuchâtel. Le soir, ils organisent des réunions politiques, ce qui leur vaut d'être surveillés par la police, fichés. Dans les années 40, Thiel s'engage dans la résistance en France. À la fin de la guerre, avec François Yegui, il travaille pour les communistes depuis Genève. Il crée l'entreprise Certi SA qui leur permet de mener clandestinement leurs affaires pour le Parti communiste. Thiel fait alors de nombreux voyages en Roumanie, en Russie et en Chine. 1956 et l'intervention soviétique en Hongrie marquent la rupture entre François Yegui qui s'y oppose et Reynold Thiel. Thiel le Rouge se lance alors dans des entreprises douteuses comme la désormais célèbre Crypto AG. Il est arrêté le 28 avril 1958 non loin de l'ambassade de Chine à Berne à laquelle il devait remettre 2 machines de cryptage. Le ministère public de la Confédération enquête, il est jugé. Thiel disparaît le 4 septembre 1963 dans le crash de l'avion de Swissair à Durenech. Daniel Yegui, Crypto, c'est l'un des endroits où votre enquête, un travail de recherche très fouillé, vous a conduite. Est-ce que les langues se sont facilement déliées? Les gens de Crypto étaient très accueillants parce qu'ils ont en fait un petit musée où il y a des tas de machines à crypter, dont les machines qui ont servi pendant la guerre. Et donc, moi, je cherchais à filmer ces machines et ils étaient d'accord qu'on y aille. Mais alors, quand on a voulu leur poser des questions, motus et bouche cousue, il n'était pas question de répondre à rien. Ouais. Donc, et même, ils ont demandé qu'on efface le nom de Crypto sur leur bâtiment, parce qu'on peut faire ça maintenant avec les moyens électroniques. Enfin, ils étaient à la fois accueillants, mais muets. Je vois.
Il y a effectivement, on a vu là quelques images, vous avez travaillé avec des images d'archives, avec tout ce que vous avez trouvé aux archives fédérales à Berne. Enfin, il y a plein de sources. Vous êtes allé interviewer des gens. Et il y a aussi vos souvenirs, en fait, vos souvenirs d'enfants qui servent de fil rouge. Est-ce que vous avez l'impression, avec le recul, que vous avez été trahi enfant? Ou est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ma question est claire, mais vous avez eu le sentiment de trahison quelque part ou pas? Je ne parlerai pas de trahison, je parlerai de grand silence et de... C'est le mot mépris qui me vient en tête, c'est-à-dire mépris pour la compréhension des enfants, parce que les enfants comprennent les choses. Mes parents n'étaient pas du tout méprisants à mon égard, mais quand une manchette de la Tribune de Genève indiquait un médecin suisse sur liste noire et que mon père ne m'a rien dit, que moi je l'ai vu, c'est ne pas tenir compte de ce qu'un enfant, là, à ce moment-là, j'étais adolescente, pouvait comprendre. Et puis au bout d'un moment, il a arrêté de pratiquer la médecine justement pour se lancer dans les affaires. Vous, à ce moment-là, vous avez posé des questions? Je me posais des questions plus tard. Pourquoi lui qui était communiste? Pour moi, le communisme, quand j'étais enfant, c'était la générosité, le partage, la recherche de plus de justice. Et je trouvais que la médecine était beaucoup plus communiste avec mes yeux d'enfant que de faire des affaires un peu bizarres, parce que je sentais bien qu'il y avait des choses cachées, même si je ne comprenais rien. Mais vous avez verbalisé vos questionnements ou bien vous les avez gardés pour vous parce que dans votre famille, c'était plutôt personne ne parle? Je ne les ai pas verbalisés. J'ai un peu posé des questions à ma mère qui m'a donné quelques vagues explications, mais non, c'était une famille, on ne pouvait pas poser ce genre de questions, non. Vous, au bout d'un moment, dans le reportage, dans votre documentaire, vous dites que vous êtes communiste, vous lisez Paul Éluard qui vénérait Staline. Est-ce que c'était parce que vos parents étaient communistes? Enfin, c'était comme une sorte d'obligation ou bien c'était par mimétisme? C'était plus par mimétisme, et donc mimétisme transformé en conviction. J'étais obligée à rien. Mais pour moi, mes parents étaient les meilleurs, et ça fait les meilleures idées, ils avaient le meilleur combat, et je pensais qu'ils luttaient pour la justice dans le monde, et c'est ce qu'ils croyaient faire d'ailleurs. Donc, si on fait votre documentaire, vous avez pris des images d'archives, mais vous êtes aussi allé voir des gens, dont le policier qui a suivi et surveillé Thiel le Rouge et votre papa. Je vous propose de regarder un extrait, puis on en parle ensuite. Rapport de M. Jacquemet, inspecteur, à M. le chef de la police politique. 8h30, Thiel arrive à son bureau. 9h10, Yegui arrive à son tour. Dans la matinée, Yegui sort faire des courses, mais nous ne le suivons pas car il est très méfiant et se retourne fréquemment. Du moment que Thiel ne semble pas se douter de notre surveillance, nous préférons ne pas nous faire remarquer par Yegui. J'ai été engagé pour faire un travail. Je l'ai fait le mieux possible, sans trop poser de questions idiotes. Et puis c'est tout. J'ai fait mon travail, c'est tout. On me demande de faire ceci, de faire cela. Vous croyez que c'est rigolo de faire une filature comme ça, hein? Non, c'est pas drôle du tout. Mais je l'ai fait. Ça ne m'intéressait pas autrement. Mais je l'ai fait consciencieusement, et à reprendre mes rapports de l'époque. Vous voulez quand même pas que je vous donne la manière de faire une filature, non? Je ne vais pas vous apprendre ça, hein? Alors vous êtes bien gentil, mais il ne faut pas charrier quand même. Grâce au rapport scrupuleux de l'inspecteur Jacquemet, j'apprends la date de notre emménagement à Genève, les visites du médecin lors de mes premières otites, la couleur de la Fiat Topolino de ma mère. Daniel Yegui, quand vous vous retrouvez face à cet inspecteur Jacquemet, vous avez quoi comme sentiment? J'ai un sentiment un peu poussiéreux. Parce que faire des enquêtes où on les suit pas à pas, ça me semble, avec le temps, un peu ridicule, mais en même temps, c'est assez effrayant. Parce que mon père a eu des fiches jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier soupir. Il a été suivi ou surveillé par la police. Donc, à la fois, ça fait froid dans le dos. Mais lui, il se sent un peu acculé. Il réagit comme ça, avec véhémence, en tout cas.
Oui, c'est un très vieux monsieur. C'était très, très difficile d'obtenir une interview de sa part. Il y avait son camarade syndicaliste policier retraité qui lui disait non, non, surtout ne trahis pas les secrets de la police. Comme si aujourd'hui, pour faire des filatures, changer de béret ou passer d'une personne à l'autre étaient des secrets d'État. Non, c'était vraiment assez drôle de se retrouver face à celui qui avait suivi mon père, mais qui était très aimable avec nous quand on l'a rencontré. Vous, à l'époque, vous saviez, vous ressentiez le fait que votre père était surveillé? Vous en parliez pas non plus, j'imagine. Non, on n'en parlait pas, mais longtemps, enfin moi quand j'ai vécu l'âge que j'ai, quand j'ai vécu 68, j'avais l'impression d'être surveillée, il fallait faire attention, attention à ce qu'on disait au téléphone, alors que j'avais aucune raison objective d'être surveillée. Donc, ce côté qu'on peut être surveillé par la police m'est resté. Donc, ça veut dire que j'ai senti quelque chose, même si mes parents n'en parlaient jamais. Mais vous avez jamais été surveillé? Vous aviez le sentiment, mais vous avez vérifié que vous n'avez jamais été surveillé? Je n'ai pas vérifié, non. On n'en sait rien. Parce que vous dites aussi dans votre documentaire qu'au fond, vous avez toujours eu peur de dire des secrets, de dévoiler des secrets, de parler. C'est comme une sorte de traumatisme. Ça, vous en avez voulu à vos parents? J'en ai pas voulu parce qu'ils croyaient bien faire. Mais c'est vrai que il m'est resté quelque chose de coincé dans la gorge sur le fait de ne pas pouvoir poser certaines questions. Toutes les questions que j'ai pas pu poser à mon père, je le regrette. Mais je ne sais pas s'il y aurait répondu, par contre. Merci infiniment, Daniel Yeguy. Thiel le Rouge, c'est vraiment un film qu'il faut aller voir. On peut le découvrir en avant-première ce soir à la Cinémathèque Suisse, à la salle Paderewski. C'est à 19h, avec une discussion avec vous, Alain Campiotti et Ruth Dreyfus. Et vous serez demain au bio de Carouge, demain le 26 février, et dimanche 1er mars également avec Ruth Dreyfus. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous.